Notre invité cette semaine, Raymond Bachand. Raymond Bachand, bonjour, bienvenue à Mémoire. Bonjour, Pascal Navarro. En 2008, c'est l'élection générale et vous êtes élu sans difficulté, mais pendant ce temps-là, il y a aussi des problèmes avec Rio Tinto, qui avait acheté Alcan en 2007 et qui procède à des mises à pied. Comment vous avez reçu les critiques de l'opposition à ce moment-là? Mais l'opposition fait son travail de s'opposer. Oui. Mais il y a deux éléments dans Rio Tinto. On est dans la crise financière. Alors oui, ils font des mises à pied dans un premier temps, mais par rapport à leur engagement, il faut examiner les mises à pied. Sont-elles proportionnelles par rapport? Parce que si vous mettez à pied des centaines de personnes dans le monde, puis vous en mettez à pied, évidemment, à ce moment-là, à Montréal, ça ne veut pas dire que Montréal n'est plus le siège social Oui, opérationnel de l'Aluminium. Et d'accord. je pense que il n'était pas dans la nuance, l'opposition. Quand on regardait la nuance, après discussion avec Rio Tinto, ils respectaient leur engagement. Puis il y avait Jacinthe Côté, qui est une femme remarquable, qui était présidente de Rio Tinto, puis très attachée au développement économique du Québec. D'ailleurs, elle vient me voir pendant la crise, parce qu'elle était, elle dit, Raymond, M. Bachand, Monsieur le ministre, je veux juste vous aviser qu'on va mettre sur pause le grand projet de développement des cuves d'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'ai dit pardon, parce que ce projet-là qu'on avait appuyé financièrement, il y avait 25 PME à peu près qui se développaient, qui avaient investi autour de ça pour par la suite prendre ça et l'amener à l'échelle mondiale. J'ai dit, Jacinthe, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, puis elle était très émue, mais elle dit, il n'y a plus d'argent. Rio Tinto a des difficultés de liquidité, comme beaucoup d'autres entreprises dans le Pendant monde. cette Pendant la période-là, crise, bien sûr. les banques ne se prêtaient pas la nuit. Alors j'ai dit, nous, on a de l'argent. Nous, Québec, on a accès au marché financier. Combien avez-vous besoin pour au moins maintenir en activité, sauver ces PME? Et j'ai dit, moi, je te prête 50 millions au coût des fonds du gouvernement. Elle dit, je ne vous ai pas rien demandé, je venais juste vous annoncer par courtoisie. Elle est partie à Londres, elle est revenue. Puis finalement, ils ont réduit leur activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais ils ont gardé en vie le projet, justement. Puis Alcoa s'est servi de cette initiative-là pour garder en vie aussi ces initiatives. Le paradoxe, c'est qu'à la fin, Rio Tinto n'a pas tiré sur les 50 millions parce que les marchés sont placés au printemps, puis ils avaient un taux d'emprunt meilleur que nous. Mais ça a sauvé l'entreprise. Mais ça, c'est les liens que vous tissez avec les dirigeants d'entreprise qui vous permettent de faire c'est ma passion de développement. L'autre grand projet, c'est l'usine de Pratt & Whitney à Montréal. L'usine de C-Series est là, on l'a déjà financée. Il y a besoin d'un deuxième moteur qui sera prêt un truc. Alain Bellemare vient me voir. Même type de scénario. Il dit, Raymond, parce qu'on avait fait plusieurs missions ensemble, il dit, on va être obligé de faire le projet dans l'usine aux États-Unis. J'ai dit, pourquoi? Ben, c'est le siège social aux États-Unis. C'est une gigantesque usine, puis elle est vide à 50 % actuellement. Alors, de justifier un investissement à Mirabel, il dit, ça ne passe pas. Puis là, j'ai eu un flash, comme ça m'arrive, je suis assez imaginatif. Combien de plus ça te coûte si tu le fais dans un nouveau site que dans ton usine? Il m'a sorti un chiffre, 130 millions. J'ai dit, parfait, est-ce que je peux prendre un des 4 grands bureaux comptables du monde qui ne sont pas chez vous, puis ils vont aller déshabiller vos livres. Je ne veux pas que vous donniez chiffres à Investissement Québec, etc., vos chiffres confidentiels. Déshabiller-les, ils doivent venir avec un rapport. Ils sont revenus avec un chiffre comme 132 millions. Ouais, l'usine est à Mirabel. On a fait, c'est la plus grosse subvention de l'histoire à ce moment-là du Québec. Elle est passée un peu croche au Conseil des ministres, mais le premier ministre m'a appuyé. Puis aujourd'hui, ce moteur de développement de tout, c'est l'usine la plus moderne au monde. C'est une usine école même. On a les moteurs, on a les avions. Puis il faut protéger. Des fois, quand il y a une crise financière, il faut savoir agir. C'est des bons moments pour agir. C'est pour ça qu'on a un État. Oui. En 2009, vous devenez ministre des Finances aussi.
Et c'est une période un peu difficile, vous venez d'en parler. Est-ce que je me trompe ou vous avez trouvé ça intéressant d'être là à ce moment-là? Oui, ça m'a pris par surprise, premièrement, OK. parce que le premier ministre, j'écoute Monique parler, puis Monique Jérôme-Forget, la ministre des Finances, Oui. puis je dis, mon Dieu, le ton comme a changé, puis le premier ministre m'appelle, il dit, je pense qu'elle va démissionner demain. J'essaie de la garder jusqu'à la fin juin. Puis là, j'écoute après ça le discours de la ministre des Finances, qui est la fin du débat sur le budget. Puis avec cette information-là, c'est un discours. Elle a démissionné le lendemain. Je suis assermenté ministre des Finances et ministre du Développement économique. Parce que j'ai cumulé Oui. les deux pendant Oui. 4 mois, ce qui est trop. Mais Trop les 2 ou trop 4 mois? trop les deux. OK. Trop les deux. C'était mon rêve, peut-être en 2003, faire comme Bernard Landry, avoir les deux ministères, mais trop les deux, parce que quand vous êtes intense dans chacun de vos dossiers, comme je le suis, puis parce que quand vous êtes ministre des Finances, vous êtes un peu arbitre aussi. Oui. Et quand vous donnez de l'argent au ministère de l'Économie, tous les autres Pensez collègues aux vont autres, dire, ben, bien c'est ton sûr. chouchou, évidemment. Mhm. Alors, mais moi, mon ministère de base, c'était le développement économique. En finance, c'est nouveau pour moi. Mais disons, l'arrivée est dure parce que Monique a déposé le budget, Michael Sabia m'appelle. C'est la crise à la Caisse de dépôt, des papiers commerciaux. Il m'appelle, M. Bachand, les journaux parlent de 27 milliards, mais je vais annoncer que notre perte sera de 40 milliards. Là, vous parlez de M. Sabia, c'est la Caisse de Le dépôt. président de la Caisse de dépôt qui m'appelle pour me dire ça dans son appel de bienvenue. Félicitations, M. Bachand. Virgule. Virgule. Et 10 jours plus tard, on est en commission parlementaire à défendre les crédits avec la Caisse de dépôt contre l'opposition qui était féroce. Mais j'ai férocement défendu l'indépendance de la Caisse. Parce que c'est essentiel, c'est notre outil de développement. Mais disons que les finances, à ce moment-là, c'est un ministère passionnant, mais la même philosophie de protéger les Québécois, je l'ai appliquée à cet endroit-là. Pour moi, et dans les 3 budgets qui ont suivi, il n'était pas question de faire d'austérité. Il fallait protéger la mission santé. Il y avait besoin de 5 % par année. Alors oui, j'ai inventé la contribution santé qui nous a nui par la suite. J'ai mis de l'argent dans la culture, en éducation. Tous les autres étaient à zéro, mais il fallait absolument... C'est un dosage, hein, le ministre des Finances, puis c'est pour ça que tu es en politique. C'est quoi le court terme, le long terme? Comment... C'est maître chez nous. Maître chez nous. Pour être maître chez nous, il faut maîtriser ses finances publiques. Puis il faut maîtriser ses finances publiques, pas juste aujourd'hui, mais pour la génération de demain. Alors, c'est toujours le dosage entre les besoins illimités du jour, qui sont présents dans l'éducation, en santé, dans les infrastructures, mais le niveau d'endettement va-t-il être soutenable pour la génération de demain ou est-ce que, comme génération, on aurait dit on s'en fout, ils feront bien ce qu'ils voudront. Il faut qu'ils restent maîtres de leur choix qu'ils voudront faire comme société dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est l'équilibre délicat, imparfait, qu'on ne réussit pas toujours, mais qui me guidait, moi, pendant les 3 années qui ont suivi. Et vous avez été aussi responsable de Montréal. Vous êtes ministre responsable de la métropole. Oui, j'étais ministre responsable de Montréal pendant presque 4 ou 5 ans. Fascinant, très difficile parce que quand vous êtes ministre responsable d'une région, tous vos collègues vous parlent. Quand vous êtes ministre responsable de Montréal, c'est comme 40 % de leur ministère. Alors, s'il y a un problème, c'est genre, mêle-toi donc de tes affaires. Mais il faut se concentrer sur, et je pense qu'on a fait un job extraordinaire pour rebâtir la métropole, que ce soit au niveau culturel, que ce soit la maison de l'OSM que Monique avait fait, mais moi j'ai financé l'orchestre symphonique, que ce soit le pavillon de la paix. Dans le milieu sportif aussi, le stade Saputo et leur entrée dans la Ligue, ça s'est réglé dans mon bureau avec le président, avec M. Saputo et le président de la Ligue. Non juridiquement, comme d'habitude, on s'est serré la main pour dire, OK, on va financer le stade, OK, ils vont rentrer dans l'équipe. Le parc Jarry, les infrastructures de santé, que ce soit le CHUM, le CUSUM, Sainte-Justine, le Jewish, je m'en suis occupé personnellement pour m'assurer, mais c'est 4 investissements structurants parce que les gens ne réalisent pas, mais ce sont les centres de recherche qui les accompagnent, qui sont des investissements de centaines de millions. Les infrastructures, le quartier des spectacles. Alors, c'est beaucoup de priorités, mais comment on fait avancer la métropole, au fond, pour qu'elle demeure une métropole, et nos universités.
Vous avez parlé tantôt de l'équilibre budgétaire, enfin de l'équilibre qui était dur à trouver entre justement les besoins et la vision, si on veut, le développement. Mais vous avez déjà dit dans une entrevue à l'actualité, la finalité, ce n'est pas d'équilibrer le budget, mais c'est d'être heureux. Finalement, c'est d'être heureux comme peuple, d'avoir une croissance économique et de gagner à court terme et de gagner à long terme. Pourquoi ce propos sur le bonheur? Oui, ça m'a valu des caricatures d'être le ministre du bonheur en Bouddha, etc. Parce que c'est la finalité ultime. La finalité dans la vie, c'est pas d'équilibrer votre budget, c'est de s'occuper de vos enfants, puis de votre famille, puis de leurs besoins. Oui, bien sûr, il y a des limites, il faut le faire raisonnablement, mais il faut le faire sur la durée. On a la chance, quand on est au gouvernement, qu'on peut planifier sur une certaine durée. Il faut être très discipliné, d'où le Fonds des générations, etc. Il faut se donner une période de retour à l'équilibre budgétaire. Mais ça ne m'empêche pas de dormir si cette période-là, elle prend 3 ans ou 4 ans. Ça m'empêche de dormir si on ne protège pas la santé, puis on ne protège pas l'éducation, puis on ne protège pas la culture. Parce que, puis c'était un moment d'impatience aussi devant des journalistes qui me disaient l'équilibre budgétaire, l'équilibre Ah oui, budgétaire. Je disais, hey, oui. c'est le bonheur des gens Revenez-en. qui compte. Non, mais puis c'est là aussi mon expérience métro Richelieu. Au fond, on travaille pour le citoyen. On travaille pour des gens. On ne travaille pas pour des concepts économiques et des grandes théories. On est là pour servir les besoins des citoyens. Mais les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Alors, l'équilibre budgétaire est très important quand on est à ce moment-là parmi les plus endettés en Amérique du Nord, comme province, et sur la planète, quand on regarde les ratios, donc on est sous surveillance. Et il faut que la prochaine génération puisse faire ses propres choix. Donc, il faut revenir à l'équilibre budgétaire. On a besoin du Fonds des générations. On a besoin de se donner des cibles. Et là, quand je parle, les gens d'aujourd'hui diront « Ah oui, mais c'est différent. Oui, c'est différent aujourd'hui. Tout le monde s'est endetté sur la planète, etc. » Mais là, à cette époque-là, quand vous êtes un des plus mauvais élèves de la classe, il faut se préoccuper de revenir dans le peloton, pas prendre tous les moyens pour faire des services publics. Mais il y a une limite, parce qu'il n'y a pas de limite à la demande de services publics. Mais justement, vous m'amenez sur ce terrain là, des services publics. Vous avez déjà dit aussi, enfin, vous aviez souhaité, et vous venez de l'expliquer, que le Québec entame une réflexion sur la notion de service public et la gratuité, justement, que les citoyens doivent participer d'une certaine façon. Vous avez parlé tout à l'heure de la taxe. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé à votre but? Est-ce que, au moins, vous avez avancé vers votre objectif d'entamer cette réflexion? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a enclenché une réflexion qui n'est pas parfaite. Et, vous savez, il y a 35 de nos concitoyens qui ne payent pas d'impôts. Puis on a une exemption de la taxe de vente. On ne paye pas de taxe de vente sur les 2 achats les plus essentiels, qui est votre logement et finalement votre nourriture. Alors, il faut quand même se poser la question à ces gens-là qui, dans les sondages, vont toujours vouloir tout, mais c'est les autres qui payent. Qu'est-ce qu'on veut comme société qu'on paye? Alors d'abord, il y a la tarification. Il y a une foule de services qui sont tarifés, les parcs, etc. Les ministres étaient angoissés parce qu'il fallait qu'il y ait une décision à chaque fois qu'ils voulaient changer le tarif. Moi, j'ai dit, on va simplifier la chose. On indexe nos tables d'impôt tous les ans pour que, comme contribuable, votre exemption augmente tous les ans, donc vous payez un peu moins d'impôts avec l'inflation. On devrait indexer les tarifs. Premier débat. Et donc, si vous voulez changer le tarif structurellement, faites-le, mais sinon, il va être indexé automatiquement. Ça a réglé une partie des choses parce il n'y a rien de pire que de ne pas indexer les tarifs. Vous créez des tarifs, je ne sais pas, de société de transport, vos billets d'autobus, ils sont gelés pendant 2, 3, 4 ans. Vous avez un choc tarifaire. Si vous le faites 1,5% tous les ans, l'inflation était basse, ça aide. L'autre chose, c'est quelle est la juste part qu'on doit payer quand on demande à l'État, à nos concitoyens, parce que l'État, les gens disent c'est l'État, mais l'État, c'est tout vous le monde. tous, c'est tout le monde. Quelle est la juste part que je devrais payer? Quelle est la juste part que la collectivité devrait payer? En santé, 0, 100%. En santé, on a décidé, c'est gratuit, public. C'est-à-dire, c'est gratuit. C'est gratuit. On paye pour. Donc, c'est ça. La collectivité impôts, paye c'est 100%, mais personnellement, il n'y a pas de ticket modérateur, il n'y a pas de... en transport en commun, ça me bénéficie à moi, bénéficie à la région. Ce n'est pas nécessairement au Québec à payer pour le transport des régions, ça bénéficie au Québec aussi. Alors, bon, mes chiffres ne sont pas bons, mais un tiers, etc. Puis là, on peut en débattre. Puis à un moment donné, je vois les motocyclistes qui manifestent parce que leurs tarifs avaient augmenté, etc. Mais j'ai dit, pourquoi tous les autres devraient payer?
C'est comme une mutuelle d'assurance, ça, avec la SAQ. Ils devraient payer pour leur propre risque parce que c'est eux qui en bénéficient. Ce n'est pas à nous à payer pour ça. Et on peut se poser la question à chaque fois, qu'est-ce qui est juste et injuste? La réponse peut être très différente selon, bien sûr, le milieu dont vous venez, selon la perception que vous avez. Mais quand on est une société qui est déjà la plus endettée, la plus taxée en Amérique du Nord, à peu près, on a atteint nos limites à un moment donné de sources de fonds. Alors, il faut quand même se poser la question sur les services qu'on offre, lesquels sont gratuits. Et à juste titre, ils sont gratuits, puis sur lesquels c'est même une question de justice sociale de te faire payer un petit morceau, 5 10 30 50 dépendant que c'est un service très particulier que toi, tu demandes à l'État de faire pour toi. Vous venez de parler de la juste part. Est-ce que, au cours de votre carrière dans le privé et avec les entreprises et dans le développement économique, vous avez remarqué toute cette évasion fiscale qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins d'argent pour les gouvernements? C'est ça qui vous a aussi provoqué l'étincelle? L'évasion fiscale, ça a été une de mes... parce que je suis aussi nommé ministre du Revenu. Et comme un nouvel enfant que j'adopte, comme le tourisme, j'ai plongé à fond dans le revenu, plus que beaucoup de mes prédécesseurs, et vraiment essayé de trouver des solutions. On a mis en œuvre les MEV dans les restaurants. Le projet avait déjà été démarré par mes prédécesseurs. Ces modules d'enregistrement des ventes que vous avez maintenant dans les restaurants, oui, conçus par le ministère du Revenu, pas par un grand d'achat, et qui automatiquement envoient vos gens. Là, vous ne pouvez plus tricher. C'était une question de justice. Moi, dans le Côte-des-Neiges, mes restaurateurs avaient à côté d'eux des restaurateurs qui se faisaient payer cash, comptant. Alors, eux, c'est plus cher pour le client. Ils payent plus d'impôts. Puis en plus de ça, leur main-d'œuvre n'est pas payée au noir, elle est payée de façon... La concurrence est inéquitable. On a réglé les restaurants. J'ai monté jusqu'à 1000 personnes de plus au ministère du Revenu, qui est le seul ministère tout à fait différent des autres ministères. Vous voulez dire qui collecte d'employés de plus. Calculant qu'à chaque fois qu'on engageait un employé, mettons qu'il coûte 100 000, il rapportait 1 million. On a fait une équipe multidisciplinaire dans la construction. Accès Construction, on est allé chercher 300 millions là-dedans. On a fait les planifications fiscales agressives, qui est un concept où quand les comptables exagèrent, qui les rend responsables. C'était avant-gardiste au Canada. Flaherty a suivi 6 mois, 9 mois plus tard. Personne n'osait faire ça. Flaherty qui était le ministre des Finances du Canada, oui, merci. On a fait une loi sur les entreprises de services monétaires. Ça, c'est les guichets automatiques et les bureaux de change. Et on a fait l'Agence du revenu. Vieux rêve de plusieurs ministres, plusieurs gouvernements, créer l'Agence du revenu, en faire une agence, comme certains pays le font, avec un beau moment de parlementarisme, avec la grande collaboration du Parti québécois et de Sylvain Simard, entre autres, en disant oui, c'est un projet que tout le monde souhaite, mais ça prend du temps. Le temps de législation est un temps qui est très long, mais on a fait ce projet de loi-là, on a créé l'Agence du revenu, on a créé le conseil d'administration pour la rendre encore plus distante et plus autonome dans son développement et moins soumise au Conseil du Trésor. Ça, je pense que ça a dérapé dans les années. Ça, c'est un rêve que le Conseil du Trésor a remis le contrôle beaucoup sur l'agent. Mais ça donne un outil de lutte à l'évasion fiscale additionnelle. J'ai réuni, dernier point, dans la construction, je me souviens très bien d'une réunion avec tous les présidents d'organismes qui ne se transmettaient pas l'information les uns aux autres, qui voyaient des fraudes, mais qui disaient « j'ai pas le droit ». L'information est confidentielle, Régie du bâtiment, Commission de la construction, Sûreté du Québec, etc. Et je leur ai dit, bon, parfait, j'ai un budget dans 2 mois. Dites-moi ce qu'il faut changer, parce qu'il y aura une loi, puis elle va entrer en vigueur rapidement, parce que ce sera la loi de mise en œuvre budgétaire. Ils sont venus voir 6 semaines après, 80% du problème était réglé. C'est drôle, les blocages n'existaient pas juridiquement, ils étaient administratifs. Quand on fait travailler notre haute fonction publique ensemble, ils sont exceptionnels, ils sont compétents, ils sont capables de livrer des choses. Il faut juste leur donner le goût et la volonté de le faire. L'ancien premier ministre et ministre des Finances, M. Parizeau, s'est aussi prononcé, notamment lors de l'annonce du Plan Nord. Il dira que le gouvernement est trop généreux avec les minières et demande un petit peu plus qu'on serre la ceinture. Comment vous avez réagi à sa déclaration, en tout cas à ses opinions, qui étaient quand même informées? Il connaissait bien l'économie du Québec. J'ai mal réagi parce qu'il y a 2 éléments dans sa déclaration.
il avait raison avant qu'on réforme les redevances minières. C'était un régime où, selon l'Institut Fraser, l'Institut de droit canadien, on était le paradis des minières. Le paradis des minières, c'est pas un compliment pour Non, moi. Ça veut dire qu'on non. n'a pas notre juste part. Oui. Maintenant, c'est délicat. Les minières est une industrie cyclique. J'avais vécu au Fonds de solidarité. Il faut les aider dans l'exploration quand ça va mal, mais il faut tirer notre part des profits quand ça va bien. On a fait au ministère des Finances, après 8 mois, je voulais faire la réforme des redevances minières. Ça me paraissait tellement désuet et injuste. Mais je l'ai dit au ministère, genre en novembre, il était trop tard. L'année suivante, on a commencé au mois de juin. Ils ont mis une équipe, un task force, consulté, oui, les entreprises, le ministère du Revenu, et fait un travail remarquable. Alors, M. Parizeau était décalé. J'ai offert à M. Parizeau, d'ailleurs, les millions, on avait moins de 100 millions par année, et quelques années après, on avait 300 millions, puis 400 millions de redevances. Puis M. Parizeau, je lui ai offert. J'ai dit, M. Parizeau, je respecte votre opinion, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai travaillé pour lui dans un cycle en 70. Mais si vous voulez, voulez-vous venir parler aux fonctionnaires? Et je ne serai pas là. M. Parizeau a un respect total de la machine et des fonctionnaires du ministère des Finances. Il est venu, il a accepté l'invitation. Il a passé des heures avec l'équipe de fonctionnaires des Finances qui avait conçu, et parce que c'est pas politique qui a mis la tarification, qui avait conçu ça pour qu'on ait notre part, mais que l'industrie continue. Il n'a plus jamais reparlé de ça par la suite. Mais pourquoi vouliez-vous qu'il leur parle? Parce que, pour moi, l'opinion de M. Parizeau est importante dans la société. C'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un que je fais. Puis s'il dit ce que je considère une bêtise, à moins qu'il le fasse de façon très partisane, et parfait, il a le droit de le faire, puis il a le droit de dire n'importe quoi, mais s'il le fait parce qu'il pense en réalité qu'il a la bonne information alors qu'il n'a pas la bonne information à ce moment-là, qu'il soit informé. Après ça, il fera ce qu'il voudra. Je voulais juste qu'il ait la bonne information. Je comprends. En mars 2011, ça va avec mon respect, moi, des gens, oui, puis surtout des adversaires et des oui, gens. C'était quelqu'un que vous aviez, comme vous disiez, minoritaire. J'ai eu plein de discussions avec Nicolas, puis par la suite avec Nicolas Marceau aussi, même majoritaire, parce qu'un gouvernement majoritaire, les gens disent, vous pouvez faire les lois que vous voulez. C'est pas vrai. C'est l'opposition qui décide quelles lois vont passer et à quel rythme. Parce qu'ils peuvent prendre n'importe quelle loi à l'article 1, suggérer un amendement. Ils ont le droit de parler 20 minutes, chaque député là-dessus, puis après des heures de débat, on a réglé l'article 1, mais non, parce qu'ils font un deuxième amendement. Donc, les filibusters élégants, ça existe. Alors, souvent, moi, j'ai fait 3 bâillons comme ministre. J'avais le record à ce moment-là. Mais je m'assoyais en finance avec Nicolas Marceau en disant, OK, qu'est-ce qui est essentiel pour toi et pourquoi? Puis, qu'est-ce qui vraiment t'irrite pour toi? Puis, est-ce qu'on peut le décaler dans un autre projet de loi? Et on avait cette discussion-là. En mars 2011, il y a des rumeurs qui circulent à propos de votre peut-être désir de vous présenter comme chef. C'est vrai? Ces rumeurs étaient fondées? Les rumeurs n'étaient pas fondées. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu des rumeurs, d'ailleurs, à partir de 2007. Et pourquoi? Après la partielle. Bien évidemment, quand vous avez un gouvernement minoritaire, moi, je n'étais pas au courant de celle de 2011, j'étais au courant de celle de 2007. C'est vrai que les gens, votre chef, ça fait quand même depuis 2003 qu'il est là, mais il était là depuis 5 ans avant. Il est temps qu'on change de chef. Moi, j'avais dit à ma chef de cabinet, à mon équipe, moi, j'ai une loyauté absolue. Personne ne travaille sur ça. Personne ne pense à ça. Et si quelqu'un parle de ça ou pense à ça, il est congédié sur le champ. Alors, à ma connaissance, il n'y a personne dans mon entourage qui a travaillé quoi que ce soit jusqu'à l'annonce du départ de M. Charest en 2012. Maintenant, on ne peut pas empêcher des gens... En politique, les gens jasent, ils placotent un peu partout. Tu ne peux pas empêcher des gens, qu'est-ce qui va arriver par la suite, etc. Mais... Est-ce que ça vous aurait intéressé? Est-ce que c'est quelque chose qui C'est quelque chose à laquelle je ne voulais même pas penser. OK. Je trouve ça... Mais en dehors de la loyauté, là. Oui, mais je veux dire, quand tu te mets à penser à ça, ça te met déraillé dans ton cerveau. Mais dans l'absolu, est-ce que c'est quelque chose, un poste dans lequel vous auriez pu vous projeter, disons, plus jeune? Plus jeune, oui, bien sûr, quand on fait la Révolution tranquille et tout ça, puis etc., on dit, oui, OK, un jour, j'irai peut-être en politique. J'avais décidé de ne pas aller avec des enfants. Mais évidemment, si vous voulez le faire, vous avez peut-être une ambition d'être capable de diriger des choses. Mais vous apprenez dans la vie, par la suite,
qu'il n'y a pas obligé d'être président d'une Oui, compagnie pour effectivement. faire beaucoup de Mhm. changements puis avoir une importance. Il s'agit d'être dans une équipe, d'être bien appuyé, d'avoir la confiance du président ou du premier ministre qui vous laisse beaucoup de marge de manœuvre, ce que Mhm. j'ai eu. J'ai eu la confiance de M. Charest. Ça a pris 1 an, mais après ça, j'ai eu Mais sa c'était une pleine meilleure confiance. posture que d'être chef, quoi, finalement, pour ce que vous vouliez faire. Mais moi, j'étais très heureux dans ce que je faisais. Ouais. Bon, après ça, la conjoncture change, puis je me suis Mhm. quand même présenté au Mhm. leadership. On en reparlera peut-être, mais Mhm. ça, il était parti. Mhm. Raymond Bachand, merci pour ces entretiens. Merci, Pascal.